On RH par Altea et le Lab RH. Bonjour et bienvenue dans On RH, cette nouvelle émission proposée par le cabinet de conseil Altea et le Lab RH. Tous les mois, découvrez en podcast tout ce qui fait l'actualité de l'innovation RH sur notre page YouTube ou sur Deezer. Effectivement David, et au programme de cette première partie, nous aborderons le thématique des chatbots RH. Alors qu'est-ce qu'un chatbot RH ? Quels sont leurs usages, leurs intérêts, leurs limites et surtout leur impact sur les DRH ? Autant de sujets que nous aborderons aujourd'hui avec nos invités. Également au cours de l'émission, notre rubrique Les tubes à essai qui permettra de vous faire découvrir des startups qui gagnent à être connues. Et cette première émission s'intitule Les DRH bottent-ils en touche ? C'est parti pour la première de On RH. On RH. Bienvenue à vous dans cette première de On RH. On est ravis de vous accueillir pour ce nouveau rendez-vous, cette nouvelle émission qui vous est proposée sur YouTube et sur les réseaux sociaux. Et nous allons ensemble découvrir lors de cette émission les usages autour des chatbots RH. Cette première émission est consacrée, comme je vous l'ai dit, aux bots RH en compagnie de nos invités, Margot. Absolument, nous recevons aujourd'hui Salim Jarnit qui est cofondateur de la startup Clévy. Et également Gaëtan Kerverne, directeur au sein du Centre interministériel de services informatiques relatifs aux ressources humaines. Merci à tous les deux d'être présents avec nous aujourd'hui. Nous aurons également au cours de cette émission l'éclairage de Jean Pralon, qui est notamment directeur au sein du pôle recherche du Lab RH. Et dans cette première partie d'émission, nous allons vraiment évoquer avec vous les usages, à quoi ça sert un chatbot RH. On va en parler avec vous. D'ailleurs, peut-être qu'avant de rentrer dans le cœur du sujet, Margot, on peut s'interroger sur qu'est-ce que le Centre interministériel de ressources interministériel. C'est bon, il faut vulgariser ça. Tout est dans le titre, David. Ah oui, oui. Tout est dans le titre. C'est un organisme qui est rattaché au ministère des Finances qui conçoit, développe, exploite des solutions RH pour l'ensemble de la communauté fonction publique d'État. Le produit phare de cette entité est Renoir, qui est le premier SIRH interministériel qui gère et paye, enfin qui gérera dans quelques temps, parce que c'est pas encore aujourd'hui effectif, mais qui gérera et paiera d'ici 2020 150 000 agents de la fonction publique répartis dans 5 ministères différents. Le CISIR, c'est également une logique d'innovation, innovation en termes de méthode où on essaye de privilégier la co-construction, et en termes d'outils, et notamment la mise en place du chatbot. Ouais, on a eu l'occasion de travailler ensemble sur une mission au CISIR, donc moi je vois ça comme une marmite bouillonnante de projets qui a pour objectif de rationaliser tous les CRH de l'État, et effectivement ça bouillonne d'idées, de projets, et notamment un chatbot a été mis en œuvre, on va en parler avec vous Gaëtan, a été mis en œuvre il y a quelques mois avec déjà des premiers résultats, on en parlera. Tout à fait. Même question du coup pour vous Salim, est-ce que vous pouvez nous présenter en quelques mots du coup votre start-up ? Oui, du coup Clévy c'est une start-up qui édite une plateforme de création de chatbots à destination exclusive des entreprises. Notre but, c'est de créer des solutions basées sur des algorithmes d'intelligence artificielle qui permettent aux entreprises très simplement en quelques semaines de créer des chatbots d'information à destination de leurs collaborateurs. C'est quoi un chatbot d'information ? C'est un chatbot qui va apprendre à répondre automatiquement aux questions récurrentes des collaborateurs. Pour vous donner une petite idée et rendre ça un petit peu plus concret, les gros usages sur lesquels nos clients nous utilisent, c'est bien sûr les RH, répondre aux questions administratives RH, mais ça passe aussi par le support informatique, tout ce qui a trait à la conduite du changement. Quand vous mettez par exemple, vous déployez un nouvel outil, ça va générer plein de questions, vous pouvez mettre un chatbot en place pour pouvoir répondre à ces questions. Et aussi là, on est en train de se mettre aussi sur la compliance, qui génère beaucoup de questions, qui est la compliance, pour que tous nos auditeurs puissent bien comprendre. Voilà, c'est ça. Je vais essayer d'éviter la conformité. Sinon on peut le faire en anglais, faisons-le en anglais complètement. Les règles et risques auxquels les grosses entreprises doivent se plier, c'est des sujets qui sont assez centraux dans les entreprises, qui sont pas très sexy, et du coup on a du mal à communiquer dessus. Du coup mettre en place des outils qui sont un peu innovants et qui sont beaucoup plus ludiques et plus simples à utiliser pour pouvoir se renseigner sur ce genre de sujet, c'est une demande qu'on a de plus en plus de la part de nos clients. Mais vous allez rendre le sujet sexy, en tout cas. Je vais essayer. Pour redécouvrir qu'est-ce que fait concrètement un bot, vous avez commencé à esquisser les traits de à quoi ça sert un chatbot RH. On a décidé de demander directement à un chatbot RH. Alors il s'appelle Jean-Pierre. Qu'est-ce qu'il fait Jean-Pierre? Bonjour David, par contre, mon prénom
C'est Jean-Claude. Ah, ok, pardon Jean-Claude. Alors Jean-Claude, est-ce que tu peux nous expliquer à quoi ça sert un chatbot RH? Je suis un robot qui permet d'automatiser le dialogue avec un consommateur ou un collaborateur. Je suis basé sur une logique de questions-réponses. Bon, est-ce que la définition elle est très succincte, très vulgarisante, est-ce que ça convient? Ah, moi je respecte totalement ce que vient de dire Jean-Claude. Gaëtan? Tout à fait d'accord avec Jean-Claude. Bon, alors si on est tous d'accord avec Jean-Claude, tout va bien? Absolument. Alors Salim, vous nous avez expliqué un petit peu comment ça marchait aujourd'hui concrètement un chatbot. J'ai cru comprendre qu'il y avait 2 types de chatbots aujourd'hui. Est-ce que vous pouvez nous en dire un tout petit peu plus sur ce sujet-là? Avec plaisir. Il y a 2 grands types de chatbots aujourd'hui. Ce qui est un peu compliqué, c'est que les 2 types commencent à se mélanger un peu. Mais pour simplifier, vous avez des chatbots qui vont être adossés à des moteurs de règles, qui n'ont pas énormément d'intelligence. En fait, vous allez développer en dur différentes règles, des arbres de scénario, qui vont permettre aux collaborateurs ou à l'utilisateur final de rentrer dans des chemins de discussion. Comment vas-tu? Je vais bien, etc., etc. J'aimerais connaître la météo. Où est-ce que tu te situes? Je me situe à Lyon, la météo à Lyon, etc. Ça, c'est donc l'avantage de ce type de chatbot, c'est qu'on a vraiment l'impression d'avoir une conversation. On va mimer une conversation. Le problème, c'est qu'ils n'ont pas d'intelligence. C'est pas apprenant, c'est pas apprenant, exactement. L'autre avantage, c'est que vous pouvez en plus les interfacer, vu que c'est un moteur de règles, vous pouvez les interfacer avec des solutions et permettre aux utilisateurs de faire des actions via le chatbot, commander un billet de train, etc. Le problème, c'est que ils ont une très mauvaise compréhension du langage naturel. Donc, si vous sortez de votre arbre derrière le chatbot, il ne saura pas répondre, ça va créer un effet très déceptif. Si vous posez 3 questions et que 3 fois d'affilée, vous avez désolé, je connais pas la réponse, désolé, je connais pas la réponse, vous perdez l'utilisateur, jamais il reviendra. D'accord. Le deuxième grand type, c'est le type que nous on fait, question-réponse, qui est basé uniquement essentiellement sur des technologies de compréhension du langage naturel. Des algorithmes qui ont vocation à comprendre la question, vraiment la question que pose l'utilisateur. Ça va beaucoup plus loin qu'un moteur de recherche basé sur des mots-clés. Pourquoi? Parce que le but de ces algorithmes, c'est de comprendre par exemple que qu'est-ce qu'on mange à midi et c'est quoi le menu de la cantine. C'est exactement la même intention, ça appelle la même réponse, alors qu'ils n'ont aucun mot en commun. C'est pour ça que c'est un petit peu plus puissant. Oui, c'est un niveau, on va dire, d'intelligence artificielle supérieur par rapport à un arbre logique. Exactement. Que vous, Gaëtan, vous avez plutôt pour l'instant dans cette première étape du chatbot Rebecca, puisqu'il s'appelle comme ça, le chatbot Rebecca. Vous êtes plutôt dans un premier temps dans la première partie, c'est-à-dire un arbre logique de règles de gestion qui permet d'informer les gestionnaires RH. Complètement ça, David. On est plutôt sur cette. On serait heureux d'avoir la deuxième partie, mais en ce moment, on est vraiment sur cette première partie. Où on a effectivement modélisé un certain nombre de règles de gestion RH de la fonction publique qui sont assez complexes, qui posent problème à beaucoup de gestionnaires, afin de leur simplifier la vie, l'accès à ces informations. On essaie de les modéliser dans le chatbot. Donc effectivement, on a rentré ces informations dans le chatbot et via une question simple, il y a effectivement, comme le disait Salim, il rentre dans une arbre pour essayer de trouver la réponse correspondante à la demande qui a été faite par écrit. On est vraiment dans ça. L'apprenant, c'est plutôt l'humain derrière qui va enrichir le chatbot pour répondre à plus en plus de questions. Oui. Mais il n'apprend pas vraiment en tant que tel. C'est vraiment une logique de l'homme analyse les retours, ce qui n'a pas marché, ce qui n'a pas fonctionné pour enrichir le chatbot au fil de l'eau. D'accord, très bien. Si je puis me permettre, il n'y a pas un modèle qui est meilleur que l'autre. C'est-à-dire qu'il y a des situations dans lesquelles faire un chatbot sur un moteur de règles est plus performant. Et il y a des situations dans lesquelles faire un chatbot à partir d'algorithmes de compréhension du langage est plus performant. Si vous êtes sur la question-réponse, nous c'est ce qu'on fait. On veut faciliter l'accès à l'information et automatiser la réponse aux questions fréquentes. Et du coup, dans ce cas, par contre, vous n'allez pas pouvoir faire des actions, vous n'allez pas pouvoir poser des jours de congé. Mais peut-être que l'arbre logique permet aussi quelque part de créer un premier rétexte pour créer derrière un deuxième chatbot plus apprenant. C'est-à-dire qu'on engrange des données, des questions, etc. qui permet derrière peut-être d'avoir un algorithme un peu plus puissant. Oui et non, il va me dire. Bah ouais, exactement. Je ne vais pas faire ma langue de bois, mais si vous n'avez pas d'algorithme au départ, vous ne pourrez pas... D'accord, il faut anticiper quand même en fonction du besoin. Est-ce qu'il y a besoin d'être dans une technologie apprenante ou est-ce qu'on a besoin d'être dans un arbre de décision un peu plus classique mais qui est tout quand même innovant parce qu'on est quand même dans le cas de Rebecca sur un projet innovant de chatbot dans la sphère publique qui plus est. Donc on est quand même sur quelque chose d'ambitieux et d'innovant.
l'avantage qu'on avait sur Rebecca, c'est que tout le contenu était déjà modélisé, était déjà proprement structuré, et donc l'assistant virtuel, l'avantage de cette structuration a permis d'alimenter l'assistant virtuel assez rapidement et de mettre en production le chatbot en 5-6 mois, ce qui est assez rare dans la fonction publique, de mettre en place aussi rapidement en production quelque chose du fait de la structuration qui était déjà effective. Peut-être que je pense qu'on se serait posé la question des algorithmes si on n'avait pas eu cette structuration initiale. On va parler de retour d'expérience dans quelques instants. Absolument. Alors nous avons également interrogé Jean Pralon, qui est directeur du pôle recherche au sein du Lab RH, et qui estime lui en fait qu'une des vocations des chatbots RH est de permettre finalement aux collaborateurs de poser des questions assez malaisantes à l'équipe RH, au DRH. Écoutez l'interview de Jean Pralon. Dans le recrutement, la plupart des questions que les candidats ont envie de poser sont des questions qui sont un peu inconfortables. Est-ce que je vais avoir des tickets resto? Est-ce que je vais bien payer? Combien de temps est-ce que je vais travailler? Ce sont des questions dont on dit beaucoup qu'il faudrait les manier avec précaution et les poser le moins souvent possible, parce que ça indispose le recruteur. Alors le recruteur, effectivement, il a pas envie qu'on lui pose des questions du genre combien je vais gagner, est-ce que je vais avoir des tickets resto? Ça fait un peu candidat consommateur. Et pourtant, ce sont des questions importantes. Donc les poser à un robot, les poser à un bot, au fond, c'est plus confortable pour le candidat, d'autant plus que ce sont des questions dont les réponses sont très simples. Donc on peut très facilement apprendre à un bot à répondre 56 cas plus 2 tickets resto par mois. Salim, êtes-vous d'accord du coup avec ce qu'on vient d'entendre de la part de Jean Pralon? Je suis d'accord et j'irai même plus loin, pas seulement dans le recrutement. C'est des questions qui sont aussi inconfortables pour les collaborateurs. Poser des questions sur la paye, sur les mutuelles, sur le nombre de jours de congé, ça peut être vu comme des questions un peu malaisantes, un peu inconfortables, et nous c'est des questions qu'on retrouve beaucoup quand on analyse notre outil permet d'analyser les questions qui sont le plus posées par les collaborateurs. C'est des questions qui tournent beaucoup autour de la rémunération, du modèle de paye, de l'âge de départ à la retraite, etc. Du coup je suis d'accord, et j'irai encore plus loin sur les avantages. Donc là je vais repartir sur la partie recrutement qu'ont un chatbot, c'est que ça permet aussi au RH de se démultiplier et de faire une sorte de pré-sourcing et pré-identification des CV pour gagner du temps et passer un peu plus de temps derrière sur la qualification des CV qui sont vus comme à forte valeur ajoutée, des profils qui sont vus comme à forte valeur ajoutée. Merci pour cet éclairage. On continue dans quelques instants de poursuivre sur cette thématique des chatbots RH, mais pour l'heure, c'est le moment de la rubrique des tubes à essai avec Clara. Les tubes à essai de On RH. Bonjour à tous. Donc moi je voulais vous parler de 3 startups qui ont été récompensées en fin d'année. La première startup du jour, c'est Mailloop, qui a eu le prix Humania dans la catégorie HumanUp. Donc Mailloop, c'est une histoire d'email. En fait, vous vous êtes sans doute déjà demandé s'il était vraiment nécessaire que vous soyez en copie de tel mail, ou encore si cet email que vous avez reçu à 8h du soir était vraiment indispensable. Donc c'est là que Mailloop est fait pour vous. Cette start-up a été fondée par Arthur Vincent et elle a pour objectif de sensibiliser, diagnostiquer et généraliser un bon usage de l'email. On en a tous besoin de ça. Voilà. On a tous besoin. Donc concrètement, comment ça marche? Donc à côté des indications répondre, transférer, vous pouvez en fait cliquer sur signaler à Mailloop et donc faire part anonymement de votre ressenti. Et du coup, vous allez pouvoir sélectionner email très pertinent, pas concerné, ou même horaire d'envoi inapproprié. Et donc, une fois par mois... Les concernés se reconnaîtront. Voilà. Et donc, tous les mois, chaque membre des équipes va recevoir un rapport individuel et confidentiel, où il va découvrir ce que les autres pensent de ces emails. Et l'objectif, c'est de mieux comprendre comment on peut communiquer au sein de son équipe. On continue avec eLamp, trophée SIRH toujours. Donc c'est par exemple, vous montez une équipe au sein de votre entreprise et il va vous manquer une dernière une personne aux compétences bien précises. eLamp est là pour vous aider. C'est une start-up fondée par Olivier Roux qui aide à cartographier et gérer l'ensemble des compétences au sein de l'entreprise. Donc les collaborateurs vont pouvoir mettre à jour leurs compétences et les managers et RH identifier rapidement le ou les experts qu'il leur faut pour aller compléter leur équipe et faire monter les personnes sur les projets. Gestion de compétences avec un outil spécialisé. Donc. Exactement. Très bien.
Et on termine avec vendredi, récompensé dans la catégorie événement RMS Conf, prix du public avec Clévy. Donc si vous avez toujours travaillé pour des associations, vous voulez donner cette opportunité à vos stagiaires ou salariés, il faut rencontrer cette start-up vendredi. Elle a été initiée par Félix Demonde et elle propose aux stagiaires et aux salariés de s'engager un jour par semaine pour une association. Donc le principe, c'est très simple. Du lundi au jeudi, vous êtes en entreprise et le vendredi, vous travaillez en association. Donc pour le bénéficiaire, ça va être l'opportunité de découvrir un nouvel univers. Le don de soi. Exactement. Un univers totalement différent qui va le sortir un petit peu de son activité quotidienne en entreprise et bien sûr de développer ses compétences. Et donc la start-up va répondre aux enjeux d'attractivité et de développement des talents, puisque ça donne envie aussi de s'investir par ailleurs, pas que dans son entreprise. Et il y a déjà plus de 30 entreprises et 50 associations engagées sur le projet. Parfait, merci beaucoup Clara. Merci. On RH. Bienvenue à vous si vous nous rejoignez sur On RH, cette nouvelle émission web radio proposée par Altea et le Lab RH. Dans la première partie de l'émission, nous avions évoqué les usages des chatbots RH en compagnie de nos invités. Et dans cette deuxième partie, nous avons décidé de rentrer vraiment dans le concret, dans des vrais retours d'expérience de mise en œuvre de chatbots RH, toujours en compagnie de nos invités, Margot. Oui, et nous avons à nos côtés du coup Salim Jernit qui est cofondateur de la start-up Clévy, également Gaëtan Carverne qui est directeur au sein du centre interministériel des services informatiques relatifs aux ressources humaines. Et voilà, et si vous avez loupé la première partie, n'hésitez pas à cliquer sur le petit lien YouTube qui se trouve juste en dessous pour redécouvrir cette première partie fort intéressante avec nos invités. Et on va commencer tout de suite avec vous, Gaëtan. Alors Rebecca, c'est le petit nom de votre chatbot RH. Tout à fait. Est-ce que vous pouvez nous expliquer à quoi sert ce chatbot? Je rappelle que c'est un chatbot qui est créé dans une sphère publique à destination plutôt des gestionnaires RH. Tout à fait. Alors ça c'est un point important, c'est que c'est lié à des professionnels de la RH, c'est pas ouvert à l'ensemble des agents. Donc ça c'est un point important. L'idée c'était qu'il y a une complexité importante de la réglementation dans la fonction publique d'État, à hauteur de 15 000 règles RH ont été modélisées, ce qui semble assez hallucinant quand même quand on regarde le nombre. Quand on pose le nombre, il y a 3 millions, il y a 3,5 millions de 3,5 millions de fonctionnaires, il y a 15 000 règles. Donc effectivement, 15 000 règles. On va faire le ratio pour voir combien de règles par fonctionnaire. Et donc, quand on est gestionnaire, connaître ces 15 000 règles, c'est complexe. Donc l'idée, c'était, la problématique qu'on avait, c'était comment mettre à disposition de manière simple et fluide ces 15 000 règles pour que les gestionnaires ne soient pas perdus et que la qualité des données, que le respect de la réglementation soit réalisé, soit fait. Et donc, on s'est tourné vers cette technologie de chatbot qui répondait, à notre sens, à cette problématique de mise à disposition fluide, simple, de ces règles de gestion RH. La structuration, on l'avait déjà établie, ces 15 000 règles, donc ça nous a permis de faire un projet très très court et très très simple. Donc ça, c'est un point vraiment très important. En général, dans la fonction publique, on fait des projets très très longs. Et la technologie est peut-être déjà has-been quand on met le projet en production. Là, l'idée, c'était qu'on fasse quelque chose de très ramassé en 6 mois pour qu'on mette à disposition le plus rapidement possible le contenu qu'on avait déjà. Donc voilà. On a débuté le projet au mois de juin l'année dernière et on a mis en production Rebecca au mois de décembre, donc décembre 2017. Et donc on a un recul qui est quand même assez léger, de 2 mois. Néanmoins, on s'aperçoit d'ores et déjà que le chatbot plaît, c'est-à-dire qu'on a beaucoup de connexions, c'est-à-dire que ça attire. C'est quelque chose qui attire. Alors après, est-ce que les réponses sont bonnes, etc., c'est un autre sujet, mais en tout cas, ça attire et les gens ont tendance à aller sur cet assistant et lui pose des questions. Lui pose des questions métier et dans ce cas-là, on a des retours assez positifs sur la structuration qui a été faite, c'est-à-dire à la fois les règles de gestion simplifiées, modélisées, voilà, je suis en congé maladie, quels sont les droits des agents en congé maladie. Et vous avez, ce qu'on a rajouté, ce qui plaît beaucoup également, c'est qu'on a rajouté un lien vers le mode opératoire de saisie dans le SIRH, c'est-à-dire que vous vérifiez la réglementation et dans un deuxième temps, vous avez la mode de la saisie, comment se fait la saisie dans votre SIRH. Vous accompagnez le changement notamment par des questions-réponses, mais également par des liens vers des modes opératoires. Par du contenu. Et ça plaît beaucoup, cette structuration avec l'enchaînement des deux plaît beaucoup. Néanmoins, on a aussi quelques
quelques ajustements à réaliser, c'est-à-dire que on a tendance à poser n'importe quelle question au chatbot. C'est-à-dire que quand on peut poser une question à quelqu'un, en général, ça teste un peu. Ouais, voilà. Il teste un peu, voilà. Est-ce qu'il va faire beau demain, tout ça. Exactement. Bon, après, la curiosité fait que on a envie de voir comment Rebecca répond, quoi. Ça doit C'est être ça. exactement ça. Donc ça, c'est le deuxième point. Mais en tout cas, on a des premiers retours intéressants et ça, c'est quand même déjà positif. Les gens s'y connectent, les gens continuent à s'y connecter et on voit que la valeur est là. D'accord, très bien. Salim, vous, est-ce que vous avez des retours d'expérience je sais que vous travaillez pour de grandes entreprises en ce moment. Oui. Comment ça? Alors, est-ce que vous pouvez nous révéler le nom de celle-ci et quels sont les retours d'expérience par rapport à ces nouveaux usages? On travaille pour des grandes entreprises et on travaille aussi pour le service public d'ailleurs. On travaille pour la métropole d'Orléans, on travaille avec l'Agence nationale de l'habitat, avec Sanofi, le groupe Roche, Danone, Danone, oui. un peu de tout. D'accord. On a des retours qui sont très positifs. On vient en plus de lancer une nouvelle version de notre produit qui plaît beaucoup. Pas mal d'utilisation, des bons taux de performance. Sur notre premier client historique, on a à peu près 75% de performance. C'est-à-dire Qu'est-ce qu'on appelle une performance? 75% des questions qui sont posées au chatbot ont une réponse automatique. D'accord. Les 25% qui restent ont une réponse parce que personne ne se retrouve sans réponse chez Clévy. Mais ça peut être différé. Voilà, en gros, quand vous posez une question au chatbot et qu'il n'a pas la réponse, cette question en attente de traitement va arriver dans un back-office, une personne va la traiter et ça va avoir deux impacts. Ça va l'apprendre au chatbot et ça va envoyer la réponse par mail à la personne qui l'attend. Mais du coup, 75% de performance, à peu près 500 mails évités par mois. Enfin, il y a des bons retours. En ce qui concerne les usages, et là je vais rejoindre ce que vous venez de dire, le chatbot c'est un nouvel outil et du coup le chatbot nécessite aussi de la conduite du changement et de la communication. Il y a des manières d'utiliser un chatbot, il y a des manières de poser une question à un chatbot. Pour qu'un chatbot soit performant, il y a quelques règles mais qui sont extrêmement importantes mais très simples, du coup on peut les communiquer. Allons-y. La première règle, un chatbot est performant s'il est sur un périmètre restreint. C'est une règle. Il ne faut pas être trop ambitieux tout de suite. Il ne faut pas être trop ambitieux sur un chatbot. Vous pouvez décliner différents chatbots sur différents cas d'usage. Par contre, essayer de faire un chatbot qui couvre trop de cas d'usage, c'est très dangereux. Il y a une entreprise qui essaie de le faire, c'est Microsoft. Ça s'appelait Taille, elle est devenue raciste au bout de 3 jours. Ouais. Ouais, ce que vous voulez dire, c'est qu'on peut faire un chatbot sur la RH, mais on va pas faire un chatbot sur toute l'entreprise, le service commercial, le marketing, tout d'un coup. Exactement. D'accord. Pour plusieurs raisons, je ne vais pas toutes les citer, mais en tout cas, c'est important. Une de ces raisons, c'est quoi? C'est que, donc c'est ma deuxième règle qui est liée. Un chatbot est performant si vos utilisateurs finaux savent exactement sur quel périmètre le chatbot porte. Et en fait, il faut mettre en vision et paralléliser ces deux règles. Ouais. Parce que s'ils savent pas exactement sur quel périmètre ils peuvent poser des questions, hors périmètre, à chaque fois le chatbot va leur dire je suis désolé, j'ai pas la réponse. Et c'est déceptif. Alors qu'en fait, c'est juste pas son rôle de répondre à ce genre de questions. Donc bien cadrer le projet et bien communiquer le périmètre à l'ensemble des end users pour qu'il n'y ait pas de déception derrière. Et bien communiquer aux utilisateurs que la vocation de ce chatbot, c'est de répondre juste aux questions RH pour les responsabiliser et pour pas faire porter sur les personnes qui ont fait le projet le fait qu'ils ne répondent pas à une question qui est comment je fais une caipirinha par exemple. Ouais. C'est facile, on prend un peu de citron et... Non, pardon, je crois que c'était l'aloe vera, elle s'applique. Là, j'ai pas donné de marque. Et du coup, la troisième règle, c'est poser des questions. En tout cas, moi, ça me concerne surtout parce que je fais des algorithmes de compréhension du langage naturel. C'est poser des questions simples et générales. Pourquoi? Parce que si vous essayez de poser des formulations trop complexes, salut le chatbot, je m'appelle Salim, je me suis cassé le pied ce matin. En plus, il y a une grosse crue à Paris. D'ailleurs, comment je prends mes congés? Vous allez créer du bruit pour les algorithmes, trop d'éléments qui vont masquer la partie importante de la phrase. Et du coup, nous, à chaque fois qu'on met un chatbot en place chez une organisation, quand on leur donne la plateforme, il y a toute une phase d'accompagnement qui dure 3 semaines. Ça prend à peu près 3 semaines de créer un chatbot via notre outil, où on fait aussi un plan de communication qui est assez limité parce qu'il n'y a pas beaucoup de règles, mais en tout cas qui est extrêmement important, qui est clair. Et qui est clé pour la bonne utilisation de l'outil. Ok, c'est clair. Et justement, avec toutes ces problématiques que vous évoquez, Salim, il y a au moins une problématique que sans doute pas mal de décideurs RH se posent, c'est de savoir finalement si les chatbots RH, quelque part, vont pas déshumaniser un petit peu la fonction RH. Qu'est-ce que vous pensez du coup de cette affirmation? J'en pense qu'on m'a déjà
beaucoup posé la question. Oui. Avec certains clients, Oui, ça doit être un élément clé avec les DRH de dire à ce moment donné. Est-ce que c'est un élément en fait remplacer mes RH par des robots quoi. Exactement, c'est un élément à deux égards parce que déjà on est en France et la France a particulièrement peur de l'innovation et de l'intelligence artificielle alors de moins en moins quand même, on va voir au CES une énorme délégation et les choses sont encore en train de changer. Ouais, c'est ta station F donc ça c'est la petite élite des startups françaises. Quand on discute avec des grands groupes et avec la communauté RH française, c'est un petit peu différent. Et en plus de ça, les ressources humaines, c'est clé. Dans ressources humaines, il y a humaines. Et du coup, on en a d'autant plus peur de cette robotisation parce qu'on a peur de perdre un peu du lien avec l'humain. Moi, ce que je peux vous dire aujourd'hui, c'est que ça fait des années que le RH, pour plein de raisons, je ne vais pas toutes les citer, mais a de moins en moins de moyens et de plus en plus de travail. Pourquoi ? Parce que la paye est passée sur du SIRH. Le SIRH c'est un outil et du coup les budgets sont passés du RH à la DSI et on a considéré qu'on automatisait de plus en plus son travail et du coup qu'il avait besoin de moins en moins de budget. Et en plus c'est considéré comme un poste de coût et pas comme un poste de revenu alors que l'humain est générateur de valeur dans l'entreprise et les postes de coût, on sait que les grosses entreprises ont tendance à plus simplement couper leur budget qu'aux autres. Et du coup aujourd'hui les RH doivent avec et je parle des entités ressources humaines dans les organisations, doivent avec des ressources de plus en plus limitées faire de plus en plus de choses. Par exemple, nos outils permettent d'automatiser la réponse à toutes les questions récurrentes qui sont à très faible valeur ajoutée parce que les assistantes des fonctions support, elles passent leur journée, on a fait des études, elles passent plus de 25% de leur temps à répondre toujours les mêmes réponses à ces questions. Et qu'est-ce qu'elles vont faire ? Une fois qu'elles ont un mail avec une question, elles vont aller dans leur boîte mail, rechercher la même question, copier-coller la réponse et l'envoyer aux utilisateurs. Ça n'a aucune valeur ajoutée. Nous, ce qu'on pense, c'est que ce genre de technologie, qui permettent de simplifier l'accès à l'information et d'automatiser ces actions à faible valeur ajoutée, leur permettent de récupérer plus de temps sur des actions à plus forte valeur ajoutée. Dans le cas de la RH, c'est d'aller sur le terrain, de faire leur mission de conseil auprès des gens et de traiter les cas qui sont un petit peu plus complexes. Tout ça pour dire que c'est des technologies, pour moi, qui peuvent réhumaniser la fonction RH. Cependant, dans les années à venir, la technologie avance de plus en plus vite. Oui, il faut veiller à ce que justement ça ne déshumanise pas à terme. Exactement. Restons, et c'est notre responsabilité collective de rester extrêmement vigilants sur le nombre, sur tout ce qu'a à faire la RH, la partie qu'on va essayer d'automatiser, parce que finalement, un jour, on sait que tout sera automatisable. On va en parler dans la dernière partie de l'émission, Salim. Juste avant ça, nous avons interviewé Jean Pralon, qui est directeur du centre de recherche du Lab RH, et on l'a interrogé sur ce sujet précis. Quelle est selon lui la perception des utilisateurs d'une entreprise lorsqu'ils utilisent un chatbot RH ? Écoutez. Si ça sert à traiter les 80% de problèmes récurrents, et donc si ça évite de transformer le bureau du RH en guichet à répondre où est-ce que je clique pour poser mes congés, où est-ce que je clique pour avoir accès à tel ou tel service, et si ça permet à ce RH de consacrer son temps à du sur-mesure, à rencontrer les gens, à faire un vrai travail de proximité, alors ça peut tout à fait faire ça. Les deux bémols, c'est que d'abord évidemment les collaborateurs qui viennent voir le RH de proximité pour demander comment on pose ses congés, ils en profitent pour parler un peu d'autre chose. Donc c'est une façon de créer le contact. Donc il faut que le RH comprenne qu'il faut qu'il sorte de son bureau. S'il y a un bot le remplace sur le banal, il faut que lui sorte de son bureau et aille voir les gens. C'est remplacer des problèmes banals et récurrents par des outils qui sont automatiques, qui répondent automatiquement pour laisser le temps à des équipes RH de faire leur vrai métier. Gaëtan, est-ce que vous avez un point de vue sur la manière dont, sur le point de vue par rapport à ce que vient de dire Jean et la manière dont c'est perçu ce chatbot chez vous ? Quand on l'a présenté la première fois, moi je suis à 100% d'accord avec ce qui vient d'être dit, c'est-à-dire que et c'est le retour des utilisateurs aussi. Les gestionnaires, c'est une grande famille, ils sont nombreux, il y a des gestionnaires de premier niveau, il y a un turnover qui est quand même assez important dans ces fonctions, et comme je dis, il y a un grand nombre de règles dans la fonction publique. Donc l'avantage du chatbot, c'est que ça vous permet d'avoir une réponse à des questions de premier niveau. Et ça, c'est quand même, ça désengorge toute une communication qu'il y a entre les gestionnaires clés et les gestionnaires entre guillemets de premier niveau, en tout cas qui ont moins d'expérience. Et vous pouvez vous concentrer sur les sujets qui posent vraiment question, ou ses limites, ou des cas limites, ou des cas un peu complexes. Et je pense que justement, de ne pas perdre de temps sur des choses qui sont simples, ça vous libère du temps sur des choses qui sont plus complexes. Et les rapports que vous avez avec votre hiérarchie, avec le gestionnaire référent, sont de meilleure qualité. Donc, et c'est perçu comment par les gestionnaires?
gestionnaires, ils disent, bah voilà, moi aujourd'hui j'ai beaucoup d'arrivées, j'ai beaucoup de gestionnaires qui sont nouveaux, le chatbot va leur permettre de monter en compétences et j'aurais pas à le faire. Donc plutôt bien perçu. Ah, mais à 100%. C'est-à-dire que ça va leur libérer du temps, et puis ils pourront se concentrer sur les choses à plus forte valeur ajoutée, exactement ce qui s'est dit là. Donc c'est vraiment, même pour des gens qui sont le terrain qui n'ont pas l'habitude forcément des nouvelles technologies, etc. Et qui pourraient se dire, tiens, on va m'enlever mon poste, ou etc. C'est pas perçu comme ça du tout, en tout cas en premier abord, c'est perçu comme, ah bah ça va me faciliter la vie. C'est vraiment ça le... Vous êtes d'accord, hein, je suis totalement d'accord. On a l'impression que les RH et les gestionnaires vont tout arrêter dans le bloc en se disant on va remplacer notre travail. En fait, c'est les premiers promoteurs de ce genre de solutions dans les entreprises. Ok, clair. Merci beaucoup à tous les deux. Merci à tous les deux pour cet éclairage du coup sur la valeur ajoutée de l'utilisation des chatbots RH au sein des entreprises. C'est fini pour cette deuxième partie. Mais ça continue. Ça continue, pour ceux absolument. qui veulent découvrir en intégralité l'émission, comment on fait, Margot ? C'est simple, il suffit d'aller sur notre chaîne YouTube en RH et de découvrir dès à présent la suite sur les limites et les enjeux en fait de l'utilisation des chatbots RH. Il y a même un petit clic qu'on peut faire juste en dessous et vous pouvez découvrir tout de suite l'intégralité de l'émission. À tout de suite pour la suite de On RH. On RH. Bienvenue dans On RH, cette nouvelle émission proposée par Altea et le Lab RH. Et dans cette troisième partie, nous allons parler des opportunités, des limites des chatbots RH en compagnie de nos invités. Oui, Margot. nous sommes en présence de Salim Jarnit, bienvenue, qui est cofondateur de la startup Clévy. Également Gaëtan Kerven, qui est directeur au sein du Centre interministériel des services informatiques relatifs aux ressources humaines. Alors dans la deuxième partie, nous avons effectivement parlé des retours d'expérience, nous avons parlé également des usages. Vous pouvez découvrir cette deuxième partie ainsi que la première en cliquant juste en dessous. Mais nous avions envie vraiment de rentrer dans les limites, la réglementation, puis les opportunités qu'offrent les chatbots RH. Alors Salim, question pour vous. Est-ce que vous pensez que demain, finalement, les décisions RH pourront techniquement finalement être prises par des robots, par des chatbots RH ? C'est difficile. Il est gêné. Il est déjà dérangé dans tournure. C'est difficile de répondre à cette question parce que je pense, moi personnellement, que non. Je pense par contre que la technologie va s'accélérer et va devenir de plus en plus performante et qu'il y a, c'est sûr, des acteurs qui vont proposer de remplacer un jour un RH par un ensemble d'intelligence artificielle. Donc techniquement, ça sera possible. Après qu'on veuille le faire, qu'on se mette cette limite-là, c'est autre chose. Mais exactement. Techniquement, je pense que techniquement, ça sera possible d'automatiser un maximum de choses et de faire croire à des clients ou à des acheteurs qu'on peut tout automatiser. Le fait est que dans la réalité, ça sera compliqué. Ce qu'il faut bien se dire, c'est que dans l'intelligence artificielle, c'est quoi ? Intelligence artificielle, c'est toutes les techniques et les concepts qui servent à créer des machines qui servent à mimer l'intelligence humaine, à reproduire l'intelligence humaine. Il y a deux types d'intelligence artificielle, ce qu'on appelle l'intelligence artificielle forte et l'intelligence artificielle faible. L'intelligence artificielle faible, c'est ce qu'on a aujourd'hui. C'est une intelligence artificielle qui reproduit, qui apprend du passé et qui reproduit des systèmes qui restent aujourd'hui assez simples, même si on part dans du deep learning, qui restent aujourd'hui assez simples. L'intelligence forte, c'est ce à quoi on aspire, c'est le concept de la singularité, ce moment dans l'histoire de l'humanité où l'intelligence artificielle dépassera les capacités de l'intelligence humaine. C'est une intelligence artificielle qui a conscience d'elle-même, qui a une notion de conscience d'elle-même et de l'impact de ses actions. Aujourd'hui, personne ne sait comment arriver à ce type d'intelligence. Et c'est pour ça que j'ai un peu bugué quand vous m'avez posé la question, c'est-à-dire que le concept est là, la recherche est là, les moyens et les investissements sont massifs pour y arriver. Poussés par des Facebook, poussés par des grandes entreprises. Poussés par des énormes entreprises qui ont beaucoup de moyens et beaucoup de ressources. On voit que les améliorations, il y a une hyper accélération des avancées de la recherche en intelligence artificielle sur plein de sujets différents. Et du coup, est-ce qu'on va y arriver dans 1 an, dans 3 ans, dans 5 ans ou jamais ? C'est très difficile d'y répondre aujourd'hui. Mais alors, est-ce qu'il faut quand même poser une réglementation, des limites ? Alors, on ne va pas rentrer dans les affres de la réglementation, les lois, etc. Mais néanmoins, est-ce qu'à un moment donné, l'État, l'Europe doit mettre des bornes pour l'utilisation des chatbots ?
Personnellement, moi, j'en suis persuadé. C'est ce qui commence à être fait. Le régulateur avec un grand R, et là, je parle plutôt du régulateur européen, est en train d'essayer de commencer à légiférer sur ce genre de règles, sur l'intelligence artificielle, et est en train de poser les concepts de qu'est-ce qu'un robot, qu'est-ce qu'un robot conversationnel, etc. Mais ça prend du temps. Le problème, c'est que la recherche va plus vite et toujours aller. L'innovation est toujours à aller plus vite que la loi. Ensuite, en Europe, on a pas mal de chance, contrairement. Je ne vais pas attaquer ni critiquer les États-Unis, mais ils nous écoutent pas. Hein. Ils nous écoutent pas. C'est que le courant transhumaniste français est tiré par l'éthique, alors que le courant transhumaniste américain est tiré par le business. Et du coup, il y a beaucoup de personnes aux États-Unis qui investissent dans le fait d'aller le plus loin possible dans le remplacement des personnes par des robots et des intelligences artificielles. En France, on est beaucoup plus mesuré, et du coup, des personnes comme Laura Alexandre ou comme le Sénat ou les régulateurs et les législateurs essayent aujourd'hui de créer des bases et des règles qui permettent de rester en contrôle et de cadrer l'intelligence artificielle. Et justement, en parlant du coup de cette distinction culturelle, on sait qu'il y a la nouvelle réglementation RGPD qui arrive assez rapidement, finalement dans quelques mois, en mai prochain. Avec cette nouvelle réglementation, quels sont finalement les enjeux liés aux chatbots, à l'utilisation des chatbots RH ? Pour moi, les enjeux sur l'utilisation des chatbots RH, ça sera les mêmes enjeux que sur l'utilisation de tout outil, que ce soit un SIRH ou un autre outil qui est utilisé en interne. La RGPD va porter sur de nouvelles mesures qui permettent de garantir la protection des données personnelles. Ces données personnelles, vous pouvez les avoir dans un SIRH, vous pouvez aussi les avoir dans un chatbot. Je pense qu'il faudra juste répliquer les mécanismes qu'on a en tête. C'est une extension des actions qui sont de protection des données personnelles. Ouais, par exemple sur opt-out plutôt que opt-in, sur demander à l'utilisateur sa permission, vous pouvez le faire sur un chatbot, c'est juste une interface, comme vous pouvez le faire sur un SIRH. Et du coup, je pense pas que spécifiquement, mais après, le miracle de la RGPD, c'est que personne ne sait en réalité ce que ça va vraiment impliquer, parce que les textes sont quand même assez flous et qu'on va plus partir sur l'itération de la jurisprudence un cadre juridique très clair. Mais en tout cas, moi, ce que je pressens, j'ai pas l'impression que ça va changer énormément de choses par rapport aux autres éditeurs ou d'autres logiciels qui sont déjà implémentés dans les entreprises. Gaëtan, vous vous êtes posé ces questions de réglementation parce que vous implémentez ça dans la sphère publique, donc j'imagine que quand même ça doit être un sujet. Alors aujourd'hui, l'avantage, si c'est un avantage de notre chatbot, c'est qu'il est complètement, il n'est absolument pas lié aux données agents. Il est complètement indépendant. C'est de l'information. C'est un choix qui est assumé dans la mesure où on souhaite mettre ce chatbot à disposition de l'ensemble des ministères, de la communauté ministérielle. Et la diversité des SIRH fait que si on avait associé trop fortement le chatbot au SIRH, on n'aurait pas pu le proposer aussi facilement plugable à l'ensemble des ministères. Donc il n'y a pas de données personnelles, c'est que des informations descendantes. On n'a pas ces problématiques-là, en tout cas aujourd'hui, à date. Très bien. Et est-ce que vous, Salim, vous fixez, vous, en tant qu'entrepreneur, des limites sur ce que va faire votre outil ? Oui, on s'en fixe pas mal. Déjà, on refuse, on reste sur le même principe, mais nous, à notre échelle, on a un produit. Notre but, c'est d'être scalable, c'est-à-dire pouvoir être utilisé très facilement par un maximum d'entreprises. Et du coup, on ne veut pas se plugger avec des systèmes internes pour exactement les mêmes raisons. Parce qu'on pense qu'il y a suffisamment de valeur à faire de l'information générale pour qu'on puisse apporter de la valeur à nos clients. Ensuite, je vous ai dit tout à l'heure que quand on posait une question au chatbot et qu'il n'avait pas la réponse, on pouvait laisser son email et recevoir la réponse quand elle est accessible par email. On crée un token pour pas nous avoir accès à la personne. Tout est anonymisé. La personne qui pose et même le gestionnaire ne sait pas qui a posé la question. Du coup, on va rajouter quelques notions de sécurité pour être sûr que tout est anonymisé. Donc vous, votre limite à vous, c'est vraiment de garantir la protection des données. Et en préparant l'émission, vous me disiez qu'une des limites que vous fixez, c'est de pas faire croire aux utilisateurs finaux que c'est une vraie personne derrière le chatbot. Ça, c'est pas forcément c'est pas tant une limite qu'on se met qu'un conseil très appuyé qu'on donne à nos clients.
n'essayez pas de faire croire que le chatbot est un humain, parce qu'un chatbot aujourd'hui, si vous voulez le faire craquer, vous le faites craquer. Il n'y a pas de souci. Et on verra bien que c'est pas un humain. Enfin, quoi qu'un humain peut craquer aussi. Non, mais et vous verrez, c'est assez simple. C'est ce que je disais tout à l'heure. Vous sortez du périmètre, le chatbot il répond plus. Et du coup, si au départ vous avez fait passer ce chatbot par votre collègue virtuel ou votre collègue ou quelqu'un qui va répondre, ça va pas passer et l'utilisateur va se sentir vraiment lésé. Du coup, moi je le déconseille vraiment très fortement à mes clients. Merci du coup pour cet éclairage, du coup sur les limites, les enjeux des chatbots RH. C'est tout pour cette troisième et dernière partie de l'émission. Merci d'avoir accepté cette invitation pour cette première. Vous pouvez retrouver l'intégralité de l'émission sur notre chaîne YouTube On RH et également disponible sur Deezer. Merci beaucoup Margot du Lab RH d'avoir co-animé cette émission ensemble. On vous retrouve le mois prochain avec une nouvelle thématique, toujours sur l'innovation RH, toujours bien accompagné avec des invités experts du sujet. Merci à vous.